Bonjour à tous, donc je m'appelle Alexandre Trollet-Papet, donc je suis chargée de développement pour l'Union des villes d'art et d'histoire et des villes historiques de Bretagne et nous organisons depuis cette année des nouveaux temps d'échange et de webinaires que nous avons appelés une heure une experte ou une heure un expert. Aujourd'hui, c'est une experte que nous recevons et donc c'est Charlotte Buron-Daubinet qui est docteur en géographie et consultante en archéogéographie qui vient nous parler de l'archéogéographie pour ce webinaire qui s'intitule donc « À la découverte de l'archéogéographie au service de l'aménagement des territoires ». Je vous pourrai poser des questions à Charlotte à la fin de son intervention, donc surtout n'hésitez pas. Si vous avez des questions qui vous viennent pendant qu'elle parle, vous avez à disposition un chat sous l'onglet discussion. Vous pouvez poser vos questions et puis on les prendra à la fin. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas les oublier. Je laisse maintenant la parole à Charlotte et puis je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Charlotte Buron-Daubigné, consultante en archéogéographie. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement Claire Lucas, directrice du réseau Villes d'art et d'histoire et des villes historiques de Bretagne, de m'avoir proposé d'animer ce webinaire aujourd'hui. Je remercie également Alexane d'en avoir assuré l'organisation et de nous accompagner pour son bon déroulement. Je tiens également à remercier l'ensemble des participants qui ont manifesté de l'intérêt. Vous m'entendez, oui. Qui ont manifesté de la curiosité ou de l'intérêt en s'inscrivant. J'espère pouvoir leur apporter des réponses au cours de cette intervention. Donc, on a noté une trentaine d'inscrits, ce qui nous a fait très plaisir. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une introduction. Donc, il ne faudra pas hésiter à revenir vers moi pour me demander davantage d'éclairage, des focus thématiques ou d'autres exemples, ce qui pourrait être aussi l'occasion de faire une présentation un peu plus aboutie dans vos territoires en associant vos élus ou des collègues d'autres services. Donc le format sera assez classique, hein. Je vais parler à peu près 45 minutes. Et puis, il faudrait d'ailleurs que je prenne l'heure, donc il est 11h33. Ensuite, on aura un temps de questions ou de discussion ensemble. Donc, pour introduire mon propos, j'essaye de passer mes diapositives, mais voilà. Alors. Donc, pour introduire mon propos, je voulais vous dire tout d'abord que je suis intervenue la semaine dernière à une journée organisée par le ministère de la Transition écologique sur la question de l'ingénierie territoriale au service de la planification. Cette journée et le webinaire cette semaine m'encourage en fait qui est en fait ce webinaire sur le format une heure une experte ou un expert, m'encourage à réfléchir en fait à la place et au rôle de l'archéogéographe dans cette ingénierie territoriale au service de l'aménagement des territoires. Puisque donc là, je vais vous emmener à la découverte de l'archéogéographie. Cette journée donc de la semaine dernière a démarré en fait sur quelque chose qui me semble être un paradoxe. C'est pour ça que j'ai incrusté la petite image du dieu romain Janus sur l'idée qu'il faut agir vite, hein. C'est le titre par rapport à l'urgence des transitions, donc agir vite, planifier vite pour en fait se projeter encore plus loin que ce que nos documents actuels d'urbanisme nous proposent de faire, c'est-à-dire de passer d'une vision à 10 ans à quelque chose comme une vision à 50 ans, voire à 100 ans. Or, ce qui est ressorti assez vite en fait des discussions, c'est que planifier, ça prend du temps et que ne pas y consacrer tous les moyens humains et financiers pour ce faire, ça pouvait être contre-productif en fait. Il est ressorti aussi de la parole des élus, qui était très agréable à entendre, que pour eux, ça pouvait être difficile d'embarquer toute une équipe municipale et toute une population pour mettre en œuvre ces transitions, d'autant plus lorsqu'elles étaient vécues comme quelque chose de subi et en fait à gérer sur les territoires plutôt qu'à inventer en partenariat avec les populations. Bref, la question, c'est finalement à quoi cela sert de planifier pour la
l'avenir de l'aménagement, si on est toujours dans une fuite en avant, si on est lancé à toute vitesse dans la préparation du monde d'après, sans finalement prendre le temps de poser les choses dans le monde du présent, et vous me voyez venir, en faisant aussi un petit retour en arrière, en se concentrant sur le passé des territoires. Et puis la question aussi, c'est finalement à quoi bon anticiper à tout prix si on ne prend pas aussi de plaisir dans cette phase de réflexion sur l'aménagement futur de nos territoires, puisque ce que j'ai essayé de mettre en lumière dans ma thèse de doctorat que j'ai soutenue l'année dernière et qui a donné naissance à un guide que les collectivités bretonnes, et je sais qu'elles sont nombreuses à m'écouter par le biais de leurs services, devraient recevoir au format papier prochainement. Donc, ce que j'ai essayé de mettre en lumière, c'est que, en fait, planifier, c'est d'abord et avant tout construire un diagnostic de territoire, un état présent du territoire. Et en quelque sorte, en faisant ça, c'est déjà agir. Et c'est ce que j'ai montré à travers l'établissement de cette frise chronologique. En fait, la planification, c'est un moment très riche où vont émerger toutes sortes d'idées qui vont bien sûr être retranscrites dans le document d'urbanisme, mais qui va aussi faire naître des actions parallèles, etc. Et pour en terminer avec cette journée de la semaine dernière, et qui fera peut-être écho à des participants dans la salle virtuelle, ce qui m'a fait plaisir, en fait, c'était juste avant d'intervenir sur l'archéogéographie au service de l'aménagement, c'est qu'il y a eu l'intervention d'une élue du territoire des Flandres, qui actuellement, vous le savez, hein, est placé en état de catastrophe naturelle suite aux événements d'inondation et de tempête. Eh bien, cet élu s'est exprimé sur la nécessité, avant de réfléchir aux aménagements à conduire dans l'avenir, de réfléchir en l'occurrence à tout un système hydraulique qui avait été mis en place par les moines depuis le premier Moyen-Âge et pendant le second Moyen-Âge, pour en fait avoir une bonne connaissance déjà du territoire avant même de se lancer dans la réflexion. Et l'idée, c'est pas forcément donc de faire pareil que dans le passé, mais au moins mieux connaître. Et en tout cas, pour cet exemple des Flandres, l'idée, c'était justement de montrer que ce réseau-là existait, mais qui ne correspondait plus aux besoins du territoire. Ainsi, à la question donc, que je vous propose pour cette intervention, quelle est la place de l'archéogéographe et quel est le rôle de son expertise dans la gestion contemporaine des territoires et face aux défis des transitions? Je vous propose trois hypothèses ou trois éléments de réflexion. La première, c'est que l'archéogéographe a un rôle fondamental de connaissance dans ce temps de planification ou de prévision des aménagements ou des ménagements du territoire, on en reparlera. La deuxième hypothèse, c'est que l'archéogéographe aurait un rôle aussi dans le fait de démontrer que prendre son temps, poser un diagnostic en pointant les bons éléments de connaissance du territoire, justement, ce n'est pas perdre du temps. Et l'archéogéographe aurait ce pouvoir de pouvoir embarquer toute une équipe, toute une population dans un phénomène un peu de réenchantement, je l'espère, de ces processus de planification territoriale. Alors, comment est-ce que l'archéogéographe peut faire cela? Je termine mon petit temps d'introduction en vous soumettant mes lectures de chevet qui me font réfléchir en ce moment et qui toutes indiquent l'idée qu'il faut en fait changer de logiciel. Pour les deux premières références, il s'agit en fait de sortir de l'urgence comme outil ou comme modèle d'anticipation, parce que finalement, quand on est toujours dans cette idée d'urgence, c'est-à-dire qu'on se place toujours dans une position d'imminence par rapport à quelque chose qui va arriver, par rapport à la catastrophe annoncée. Et finalement, c'est peut-être ne pas voir que ce qu'on attend est
faire de l'histoire aujourd'hui, en se concentrant sur les temps de crise qui ont eu lieu par le passé, non pas pour démontrer dans une attitude un peu blasée, un peu docte que les choses ont déjà eu lieu, mais vraiment pour se concentrer sur ce qui a été fait dans ces temps de crise et ce qui reste à faire. Et en ça, dans cette position, je le rejoins. Mais je pense que l'archéogéographe a en décalage, enfin en réflexion par rapport à cet engagement de l'historien, a le pouvoir d'agir directement et de participer directement aux réflexions du présent. Et je vous le montrerai dans ma présentation en utilisant en fait des outils, des techniques et des référentiels qui permettent de parler du passé en utilisant des techniques et des outils du présent, et notamment à travers l'exemple des SIG, j'y reviendrai bien sûr. Et puis, la dernière référence, c'est le livre de Philippe Ram, et c'est d'ailleurs cette même comparaison entre l'archéogéographe et ce qu'il écrit dans ce livre que je ferai ici, c'est-à-dire l'idée que, en fait, comme Philippe Ram, dans son livre, l'archéogéographe opère une relecture du passé, là, Philippe Ram nous propose en fait une relecture de l'histoire de l'architecture à la lumière de clés en fait contemporaines que sont le climat, les épidémies, l'énergie. Par exemple, il montre que les lieux de sociabilité, en fait, que sont les églises ou les cafés, on peut les analyser en fait comme des lieux aussi qui ont été construits pour se réchauffer ou se rafraîchir. Donc, avec l'archéogéographie, il y a cette idée, vous allez le voir, de relecture du passé, mais pas seulement, je dirais, sur le papier, en fait, en s'ancrant vraiment dans les territoires grâce au support qu'est la carte. Carte qui, je ne vous le cache pas, est à la fois un document de connaissance, mais un document aussi qui délivre un discours et qui sert à la planification territoriale. Ma dernière hypothèse ou mon dernier axe de réflexion, je terminerai avec l'idée que je vous soumets que l'archéogéographe est cet expert qui fait donc le lien entre passé, présent et avenir des territoires et qui donc en tant que tel montre la résilience des territoires et leur capacité à se réinventer en fait en mobilisant donc certainement des aménagements et des moyens moins lourds et moins coûteux. Ce qui peut être donc un sacré argument pour les territoires. Et ce faisant, en faisant du lien, l'archéogéographe de même renoue en fait ou noue des relations entre des acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude jusqu'ici de travailler ensemble. Et à mon avis, il peut aussi aider à donner une place ou redonner une place, par exemple, aux professionnels du patrimoine dans cette question de l'aménagement des territoires, dans la prise de décision active de ce qu'on fait des espaces aujourd'hui. Je donc procéderai en 3 temps. D'abord, je vous parlerai donc des objets, échelles, méthodes et outils de l'archéogéographe. Après, je vous parlerai du rôle de l'archéogéographe dans l'écriture d'un récit renouvelé de la fabrique des territoires dans le temps long. Et puis ma troisième partie qui sera très déséquilibrée, mais enfin ce plan est déséquilibré, mais la troisième partie sera plutôt une ouverture à la discussion avec vous, où je postulerai l'archéogéographe comme accompagnateur dans la réflexion sur l'avenir des patrimoines. Donc ma première partie. Alors, je vous propose entre guillemets, jouer ensemble à ce jeu du qui est. Vous savez, ce jeu dans lequel on abaisse progressivement des portraits de personnages pour finir par tomber sur le personnage que veut nous faire deviner notre partenaire de jeu. Alors, le but, en fait, en faisant cette comparaison avec les professionnels que je vous montre à l'écran, ce n'est pas de rentrer dans le détail de ce qui différencie profondément l'archéogéographe de ces professionnels, mais c'est en fait en quelque sorte déminer gentiment l'idée que c'est pas parce qu'on fréquente des rapports de fouilles, c'est pas parce qu'on spatialise des données issues d'archives textuelles ou qu'on utilise la carte ancienne, qu'on est archéogéographe. L'archéogéographie a son propre bagage théorique, ses propres méthodes et ses propres méthodes d'analyse.
Même si donc l'archéogéographie, c'est une discipline qui est née au tournant des années 90-2000 et qui s'est définie en réflexion et on va dire, en itinéraire de définition parmi ces différentes disciplines à l'écran. Et je dois même préciser que les archéogéographes peuvent avoir des formations diverses au départ, puisque moi-même, je travaille donc avec un docteur en histoire, Cédric Lavigne, qui est aussi consultant en archéogéographie et qui me fait l'amitié d'être présent ce matin, et je travaille avec une docteure en archéologie. Donc voilà, et moi-même, je suis docteur en géographie. Donc, il y a des formations diverses, mais après, il y a quand même un socle disciplinaire et de méthodologie qui est propre à l'archéogéographie. Donc, allons-y. L'archéogéographe donc n'est pas archéologue de terrain, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui fait les fouilles et ce n'est pas lui qui produit la donnée archéologique, même s'il va la mobiliser en fait dans son travail. L'archéogéographe n'est pas historien, c'est-à-dire qu'il ne produit pas, il n'écrit pas l'histoire d'une période, d'un territoire ou d'un personnage en fait en définissant des bornes et des phases chronologiques. Hein. Nous, on sort de cette idée d'état phasé du territoire, même si l'archéogéographe se sert d'archives et d'écrits historiques lorsqu'il en a besoin, et j'y reviendrai. L'archéogéographe n'est pas géographe, il se distingue du géographe par l'idée qu'il va travailler sur le temps long et que il va en fait observer le long, alors que le géographe va lui plutôt travailler sur le présent. L'archéogéographe n'est pas géohistorien ou géoarchéologue qui, eux, effectivement, ancrent leur discours dans l'espace, mais ne font pas, comme l'archéogéographe, d'analyse systémique de cet ancrage spatial à plusieurs échelles. Et enfin, l'archéogéographe n'est pas un professionnel du projet, c'est-à-dire qu'il n'est pas architecte, paysagiste ou urbaniste. Il ne dessine pas le projet, il n'a pas du tout cette prétention, même si dans mon discours, vous l'avez senti, il y a l'idée quand même de socles de connaissances qui servent à l'aménagement du territoire et qui peuvent orienter les décisions. Dans la suite de ce portrait robot, il faut aussi évoquer la tension entre chercheurs et consultants. Alors, évidemment, l'archéogéographe a une identité de chercheur. L'archéogéographie, c'est une discipline scientifique qui est née dans le domaine de l'université. Et je vous présente donc des références théoriques à l'écran et des références méthodologiques. Mais c'est aussi un consultant et donc c'est-à-dire une personne qui fait ce transfert en fait de la science archéogéographique vers et au service des collectivités territoriales. Et donc c'est donc Cédric Lavigne qui depuis 15 ans dans le Bordelais se lance dans cette expérience et que j'ai le plaisir de suivre et d'accompagner dans cette aventure aujourd'hui avec une autre archéogéographe qui s'appelle Catherine Fruchard. Et d'ailleurs, les exemples que je vais évoquer maintenant sont issus d'études archéogéographiques dont vous voyez certains des commanditaires à l'écran, Conservatoire du littoral, métropole comme la métropole de Bordeaux, des institutions comme des musées, ou aussi pour la création. J'en arrive enfin à la définition de l'archéogéographie, après tout ce suspense. Donc c'est l'étude de l'espace des sociétés du passé et de ses dynamiques dans toutes ses dimensions. C'est l'histoire, je lis avec vous, hein, de la transformation de l'espace géographique en écoumène habité, exploité, aménagé, transmis et hérité. En cela, on pourrait se dire en fait que la définition de l'archéogéographie concorde assez en fait avec la définition du paysage qui est proposée par la Convention européenne du paysage de 2000. La deuxième partie de cette définition nous dit que le paysage, c'est l'interrelation de facteurs naturels et ou humains. Alors certes, mais la première partie de la définition, c'est que le paysage au sens
paysagiste, c'est quelque chose qui est étudié à partir des perceptions, à partir d'une perception, d'une sensibilité. Et en fait, l'objet de l'archéogéographie, donc je lis la fin de la définition, c'est l'objectif principal, c'est la qualification des processus dynamiques qui transforment et transmettent les formes paysagères. Nous, on va vraiment se concentrer sur le paysage en 2D, en fait, le paysage qu'on peut lire à partir des formes qu'on voit en plan. Et donc, le paysage tel que conçu par l'archéogéographe, c'est un paysage en fait fait d'héritage, plus ou moins ancien, issu de dynamiques plus ou moins longues, qui va être donc ces héritages vont être plus ou moins visibles dans le tissu urbain actuel, hein, puisque pour prendre l'exemple inaugural là de Tours que je vous propose à l'écran, on a des éléments architecturaux qui sont préservés dans l'espace, mais on en a d'autres qui ne sont plus visibles aujourd'hui, comme le fameux exemple de l'amphithéâtre gallo-romain, qui n'est plus visible et donc qui va nécessiter des clés de lecture supplémentaires pour déchiffrer cette présence, venir lire en fait dans d'études de l'archéogéographe. Et au sein de ce parcellaire qu'on peut observer donc sur les cadastres anciens ou récents, ici vous avez un extrait du cadastre napoléonien, l'archéogéographe voit le souvenir, le vestige de cet amphithéâtre à travers le parcellaire, qui en quelque sorte fossilise la mémoire de cette structure. Et ce qui intéresse l'archéogéographe, c'est finalement la forme telle qu'elle apparaît actuellement dans le parcellaire, c'est-à-dire la forme qui s'est transmise parce qu'elle a été transformée. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que il y a comment dire, la forme, au fur et à mesure qu'elle se transmet, abrite de nouvelles fonctions. Et là, notamment, vous voyez que ça devient des rues et des parcelles actuellement. Alors, le paysage donc déchiffré par l'archéogéographe, ça peut être des éléments remarquables, comme ce que je viens de vous montrer, sauf qu'on n'a pas tous évidemment un amphithéâtre gallo-romain dans nos parcellaires. Donc c'est aussi, on va dire, des formes plus ordinaires, qui relèvent d'un paysage plus ordinaire. Et c'est donc l'idée, et là ça vient répondre à souvent la remarque qu'on me fait, mais moi mon territoire, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien à aller y chercher en termes d'histoire. Et en fait, l'archéogéographe, justement, montre que tous les parcellaires recèlent une histoire. Et on peut voir, notamment sur l'exemple de Martignas-sur-Jalles ou Ézines. Donc là, ce sont des communes qui sont près de Bordeaux, sur le territoire de Bordeaux agglomération, de la métropole de Bordeaux, qu'on peut observer aussi, par exemple, ces formes d'auréoles, hein, que vous voyez à travers la forme rouge circulaire, qui conservent la mémoire de défrichement de zones boisées, certainement au Moyen-Âge, et donc formes qui sont fossilisées dans le tracé du parcellaire, dans le tracé des voies actuelles. Et donc, pour me concentrer un peu plus sur l'exemple de Martignas, on voit sur la carte la section du cadastre de 1844 que cette enclave, en fait, de parcelles agricoles et boisées dans la lande, hein, qui est ce grand territoire en vert clair tout autour, eh bien, ça cristallise, ça garde la mémoire de cette forme de défrichement. Et l'archéogéographe peut venir expliquer, en étudiant justement ces parcelles, différentes phases de défrichement qui ont eu lieu au cours du temps, hein, en mettant en lumière, vous le voyez, différentes trames avec des parcelles qui vont ensemble. Donc, on les appelle avec des noms de couleurs pour essayer là aussi de ne pas phaser dans le temps, parce qu'on ne peut pas être sûr de laquelle arrive en premier. Mais au moins, on caractérise et on montre à quoi ça a pu ressembler ce défrichement et quels espaces ont été concernés au fur et à mesure. L'archéogéographe travaille à plusieurs échelles. Je vous ai parlé donc de cette unité fine du parcellaire, mais on peut être aussi à une échelle qui est une échelle intercommunale. Puisque donc on travaille pour Bordeaux Métropole à une carte archéogéographique à l'échelle de toutes les communes de la métropole. Et là, on va travailler en fait, par exemple, sur les réseaux routiers.
sur les itinéraires pour comprendre l'évolution entre les itinéraires anciens et jusqu'à l'actuel, hein, parce que je le répète, ce qui intéresse l'archéogéographe, c'est l'évolution des territoires jusqu'à l'actuel, jusqu'au présent, pour faire la jonction. Et donc là, on va avoir l'évolution entre un état à gauche début 18e siècle de la voirie et puis un état que je vous montre à droite 1880 où on repère en fait une transformation de ces axes routiers de quelque chose d'assez chevelu, hein. Vous voyez, on a tout un chevelu de voies à quelque chose qui va beaucoup plus se polariser de plus en plus autour de la ville de Bordeaux qui croît. Et voilà, à travers ce réseau des voies centripètes ou centrifuges. Et puis, on peut observer aussi la disparition progressive de certaines trames, de certaines orientations qu'on voit par exemple colorées en vert foncé sur la carte de gauche et qui va en fait progressivement au cours du temps disparaître ou être mémorisée encore par certaines voies ou certaines rues dans la ville de Bordeaux actuelle. Ce travail avec Bordeaux Métropole est intéressant parce que donc on intervient à l'échelle intercommunale et on intervient aussi à l'échelle communale en fonction des demandes des communes. Et c'est là en fait que la circulation entre les échelles est compréhensible, puisque quand on va travailler sur une commune comme Mézines, qui fait partie du territoire de Bordeaux Métropole, on va pouvoir venir la replacer dans cette étude des axes routiers qu'on a faite, pardonnez-moi, à l'échelle intercommunale. Et je coupe le son de mon téléphone. Et donc, une fois qu'on a replacé, vous voyez les différents hameaux, le Bourg, l'Escombe, le Vigan, qui ont constitué, enfin qui ont présidé à la fabrique urbaine des Innes. Une fois qu'on a fait ça, ensuite on peut se concentrer à une échelle plus zoomée, comme sur la carte de droite, et on peut venir observer certaines coupures de voies ou déformations de voies ici en baïonnette qui nous indiquent que là, il y a des choses qui se sont passées et notamment des structures bâties qui sont venues déterminer ce tracé des voies entre guillemets qui sont des anomalies en fait qui résultent de l'évolution de la construction du territoire et de l'impact d'aménagement progressif. Donc, différents objets d'étude, le réseau routier, mais aussi le réseau hydrographique. Également, à Bordeaux Métropole, on a fait un travail sur donc toutes les voies d'eau, en fait, entre le début du XVIIIe siècle et aujourd'hui. Et on peut repositionner des aménagements anciens, tels que les moulins, donc ici, vous voyez, en 1880, ou les aménagements portuaires. Donc, comment travaille l'archéogéographe? En fait, il constitue une base de données sur SIG, donc sur Système d'information géographique. Il recense les cartographies anciennes et autres documents que je vais vous présenter ici. Il les géoréférence, c'est-à-dire qu'il les cale sur la géographie actuelle. Et il va aussi donc faire tout un travail de vectorisation, c'est-à-dire qu'il redessine notamment les cartes anciennes. C'est pour ça que vous voyez à gauche une carte ancienne. On est ici à Castillon-la-Bataille, toujours en Gironde, près de Bordeaux. Et à droite, vous voyez le dessin, en fait, le parcellaire ancien qui a été redessiné par l'archéogéographe et qui fait office de base de données dans le SIG. Donc, l'archéogéographe travaille à partir de plans anciens, de cartes anciennes, donc plans et cartes qui ont des emprises plus ou moins larges. Il va aussi travailler à partir de la topographie actuelle pour replacer les différents héritages qu'il perçoit dans le relief. Il travaille aussi à partir des connaissances archéologiques disponibles via les fouilles. Il travaille à partir également des données géologiques. Donc, l'idée, c'est de croiser un maximum de sources, également la photographie aérienne, ancienne ou actuelle.
Et en opérant en fait ce croisement de sources, progressivement, il va pouvoir étayer des hypothèses sur les formes qu'il voit. Ici à Castillon, vous voyez cette forme en losange en fait, qui est marquée par la voirie et qui est venue mémoriser en fait la forme d'une citadelle qui jusque-là était connue uniquement par les textes et qu'on n'avait pas pu localiser. Il travaille aussi à partir des fameuses données LIDAR, hein, qui couvrent de plus en plus le territoire national et qui renseignent sur la microtopographie des sols. Cette approche de la documentation ancienne lui permet d'accéder aussi à des éléments qui peuvent avoir totalement disparu du paysage actuel. C'est le cas ici sur la mise en évidence qu'on a pu faire cette année d'un ancien hub portuaire au nord de Bordeaux qui en fait pouvait se repérer seulement à la lecture de la carte de Masse, qui est une carte donc du début du XVIIIe siècle et qui montre en fait ces différentes zones de mouillage des bateaux à travers les petites ancres qui sont représentées dans le lit du fleuve, qu'on vient donc recenser en fait dans notre SIG, et puis les vestiges d'un fort, le fort de Parenpuire, qui après le XVIIIe siècle ne figure plus sur les cartes. Donc, cette base de données sur SIG, elle peut aussi mettre en lumière quelque chose qui est, à mon avis, très intéressant pour parler de l'usage des sols et ce qu'on va faire dans l'aménagement futur des territoires, puisque pour Bordeaux Métropole, on a également recensé l'usage des sols depuis le XVIIIe siècle, en prenant des états début XVIIIe, milieu XVIIIe, début XIXe, milieu XIXe. Et on a ainsi, vous voyez, en fait, une base de données comme on aurait une base de données pour les données actuelles, avec les données du passé, en fait. Qu'on peut compiler. Et ainsi, on peut avoir des diagrammes circulaires qui nous calculent au début sur la part du territoire en lande, le nombre d'hectares dédiés à l'agriculture, aux zones aussi en violet viticole. Et en fait, en se basant sur le référentiel Corinne Land Cover, hein, qui est le référentiel européen d'usage des sols, on peut harmoniser tout ça et avoir une comparaison avec l'actuel, hein, qui est ce dernier état cartographique que vous avez tout en bas à droite, pour voir, et là c'est très visible, que par exemple la surface allouée à la vigne a, pour ainsi dire, totalement disparu dans le territoire de Bordeaux Métropole. Et puis, on peut aussi se concentrer sur d'autres espaces comme les espaces boisés en fonction des besoins. Donc, j'arrive au terme de ma première partie où je vous ai montré que l'archéogéographie était au service, enfin j'espère vous avoir montré, était au service de la connaissance du territoire, dans une connaissance à plusieurs échelles, qui peut être mobilisée, alors qui prend du temps. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de concevoir ces bases de données, mais l'avantage, c'est qu'après, on peut réutiliser ces éléments de connaissance, par exemple, tout au long de l'élaboration d'un document de planification, grâce à ces données géolocalisées sur SIG. Ma deuxième partie, c'est je progresse dans le travail de l'archéogéographe et je vous montre maintenant cette poursuite de son travail vers l'élaboration d'un récit renouvelé de la fabrique des territoires dans cette échelle de temps long, voire très long. En fait, une fois que l'archéogéographe a réuni toutes ces données, qu'il a repéré des morphogènes, c'est-à-dire des formes qui vont déterminer la fabrique des territoires sur le temps long, il va mettre en forme toutes ces données pour constituer un récit. Et là, je vais vous montrer 3 exemples rapidement de récits dans des contextes différents pour vous montrer quel est le panel d'intervention de l'archéogéographie. Donc, premier exemple de récit, là, on est sur une étude commandée par le Conservatoire du littoral sur la commune, en fait, sur les rives et marais estuariens du Haut-Médoc. Donc là, la carte concerne la commune de Margaux. Et en fait, il arrive que la connaissance du passé des territoires soit réellement rendue nécessaire par
des phénomènes problématiques tels que l'envasement des cours d'eau, la recrudescence de phénomènes d'inondation. Et à ce moment-là, l'archéogéographe devient un expert fondamental dans ce diagnostic du territoire, c'est-à-dire cette explication par le récit de pourquoi on en arrive là. Et en fait, au niveau de cet exemple, l'archéogéographe explique ce phénomène de rétrécissement progressif au cours du temps du lit de la Gironde, en fait, par un phénomène d'engraissement des lignes de berge au moyen du rattachement progressif d'îles. Alors, îles qui ont été créées par l'homme, par des systèmes de barrages et donc ainsi d'amoncellement de limons et de sédiments. Et donc, vous voyez, sur la carte de 1880, on voit bien ces îles qui progressivement se rattachent à la ligne de berge. Et aujourd'hui, si on compare avec la carte topographique actuelle, en l'état, en fait, on pourrait ne pas voir ces formes d'îles, mais l'archéogéographe vient nous les révéler et nous les montrer alors qu'elles sont totalement raccrochées à la ligne de berge actuelle. Ainsi, l'archéogéographe aide à mettre en œuvre la résilience des territoires sur des problématiques aussi tendues que des problématiques d'inondation, en se basant sur une meilleure connaissance du passé. Et il montre cette résilience des territoires, en fait, en montrant cette capacité des territoires à évoluer entre le passé et le présent et l'avenir, donc sans forcément dire qu'il faut refaire pareil, comme je le disais en introduction, mais sur l'idée que déjà, si on connaît mieux, eh ben, on peut mieux agir. Donc, cette étude, je vous invite à aller voir le petit film qui est sur la chaîne YouTube du PNR du Médoc, a donné lieu à la réalisation d'un film qui permet de mettre en forme ce récit et d'en offrir une connaissance au grand public. Alors, je ne veux pas lancer la vidéo. Vous le ferez vous-même si ça vous intéresse. Alors, deuxième exemple d'intervention, on peut être sur un récit archéogéographique qui soit préalable au projet de territoire et donc préalable à l'élaboration, par exemple, d'un plan local d'urbanisme. Je reviens sur cet exemple de Martignas, où déjà la base de données sur l'usage des sols nous montre que ce territoire de Martignas, il a été conçu déjà dans une logique ancienne en fait de drainage des eaux, en fait, de drainage de la lande pour l'assainir. Et donc, qu'il y a des fossés de circuits importants hein, qui ont été creusés. On le voit sur la carte de droite. Et fossés de circuits en lien avec les fossés bordiers du parcellaire qui ne sont plus entretenus aujourd'hui ou peu entretenus. Et donc, ce qui pose évidemment tout de suite des questions et qui met en avant des enjeux. Il y a aussi ce que démontre donc quand on cale l'usage ancien des sols et notamment les parcelles dédiées à l'agriculture et qu'on cale dessus le bâti actuel, on voit bien que le bâti est venu s'installer sur des zones anciennement dédiées à l'agriculture et donc ça pose la question de la valeur agronomique de ces terres et on voit qu'il en reste certaines en fait et la question va se poser en fait de ce qu'on fait sur ces terrains. Donc là, c'est assez conforme à ce que je vous ai montré dans ma première partie, mais là où le récit vient apporter quelque chose de plus, c'est qu'il permet donc de décrire, par exemple, l'implantation du bâti, en fait, entre le début du 19e siècle à gauche et le milieu du 19e siècle à droite, où on voit que progressivement, il y a eu une transformation de ces espaces libres, hein, qui étaient des espaces, des sortes de places qui ne sont pas planifiés en fait, mais qui correspondaient à une proximité en fait entre les animaux et les humains. Hein. C'était des zones de divagation pour les animaux. Et puis progressivement, à partir du milieu du 19e siècle, en quelque sorte, on planifie, on fait des rues au tracé plus normalisé. Et donc, il y a déjà cette dimension de description intéressante au cours du temps
Et puis, l'idée qu'on va venir montrer aussi, par exemple, qu'il existait au sud du bourg de Martignas un pôle religieux qui était séparé, en fait. Ces deux pôles étaient séparés dans l'espace. Et à partir des années 1850-1870, il va y avoir une réunion, en fait, de ces pôles, puisque l'église qui se trouvait au sud va être implantée dans le bourg de Martignas. Et donc, ça pose la question aujourd'hui, en fait, vous savez, dans cette question des multicentralités qu'on essaie de reproduire qu'on essaie de réintroduire au sein des quartiers, de savoir si aujourd'hui ce serait pas intéressant justement de retrouver d'anciennes centralités ou en tout cas de recréer plusieurs centralités sur l'idée que par le passé, il y a eu des fonctions séparées dans l'espace. Et puis ce récit, donc, il montre, là je vous fais défiler des cartes, ensuite l'évolution de l'extension du bâti qui croît énormément entre 1950 et aujourd'hui et permet d'expliquer cette extension du bâti. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Donc, un récit préalable au projet de territoire. Et puis, une dernière étape qui, pour moi, est vraiment importante. C'est-à-dire que je pense que le contexte de la planification, là, est vraiment en train de changer depuis la loi climat et résilience et depuis les décrets que vous connaissez, le décret ZAN en 2023. Et en fait, je pense que, évidemment, tout va évoluer maintenant très vite. C'est-à-dire que entre le moment où j'ai soutenu ma thèse en 2022 et aujourd'hui, les choses vraiment évoluent. Et juste pour vous faire allusion à ma thèse, dont vous voyez la couverture à l'écran, j'ai travaillé sur la traduction des paysages dans les plans locaux d'urbanisme français, en me disant évidemment que ce regard archéogéographique pouvait m'aider à être dans cette transcription en 2D du paysage. Et en fait, l'archéogéographie, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à inscrire dans cette thèse parce que peut-être c'était pas encore assez, comment dire, au goût du jour où on n'en voyait pas forcément l'utilité. Mais aujourd'hui, avec ce défi donc du zéro artificialisation nette à l'horizon 2050, en appui aussi de tout ce que je vous ai montré sur ce qu'on fait sur l'occupation et la nature des sols et les récits des territoires, je pense que le ZAN peut être un levier d'un changement de regard sur les paysages, puisque jusqu'ici, on faisait des zonages comme le plan à gauche qui, en fait, divisait assez nettement l'urbain en rouge, du rural en vert ou en jaune pour les espaces agricoles. Et vous m'accorderez que ces plans de zonage, évidemment, ils sont assez détachés de la réalité du paysage, qui est une circulation constante, en fait, d'usage entre ces zones urbaines et ces zones dites rurales, naturelles ou agricoles. Et en deux mots, moi, pendant mes études, j'ai travaillé sur le territoire de Dourdan, en Île-de-France. C'est une ville à 40 km au sud de Paris. Et pour commencer à travailler sur Dourdan, alors au départ, l'idée, c'était de refaire l'histoire de la ville. On sait qu'il y a un château à Dourdan, achevé par Philippe Auguste en 1222. Il y a quelques autres monuments comme l'église Saint-Germain. Et puis, on sait qu'il y a une enceinte du XVIe siècle qui entoure la ville. Et donc, jusque-là, on postulait que la fabrique de cette ville, en fait, c'était l'accroissement progressif de cette ville par cercle concentrique, c'est-à-dire qu'on imaginait que le château, avant, avait pu être à la frontière d'une première enceinte plus petite. Et puis ensuite, comme là, vous avez un extrait du cadastre napoléonien à gauche qui reprend à peu près le périmètre de l'enceinte XVIe siècle. Donc, une progression du château au milieu vers cette enceinte XVIe siècle. Et puis, et en fait, vision en fait assez séparée entre urbain et puis paysager, vision qui est reprise en fait dans les zonages des aires de mise en valeur du patrimoine, donc nouveau SPR, là, il date de 2012 à Dourdan, mais on voit bien qu'il y a cette vision de l'urbain en rouge et puis du paysager à l'extérieur et qui ne sont pas vraiment en fait dans un dialogue. Et donc, pour mener ce travail sur Dourdan, en fait, j'ai donc travaillé avec la méthode archéogéographique et j'ai tenté de réinscrire Dourdan dans le bassin versant de l'Orge. L'Orge, c'est la rivière qui coule à Dourdan,
pour essayer d'avoir vraiment une relecture de cet espace, de ce territoire. Et en fait, là, je reprends l'expression de Caroline Pinotto dans son article de 2003. Changer la carte, c'est changer l'objet. C'est-à-dire qu'une fois qu'on change la carte, une fois qu'on dézoome, une fois qu'on se réinterroge sur un référentiel géographique différent, en l'occurrence ici un corridor, en fait, qu'on appelle corridor écomorphologique. Alors peut-être que le terme est un peu barbare, mais ça correspond en fait aux trames vertes et bleues dans les documents d'urbanisme. Une fois qu'on se réinterroge sur cette forme complètement hybride, en fait, entre ce qu'on appelle aujourd'hui de l'urbain et du rural, eh ben, on peut mieux comprendre l'histoire de la fabrique de cette ville et réintroduire des objets tels que le château du XIIIe siècle dans cette forme pour comprendre sa position par rapport à l'orge. On comprend ainsi la position du château en aval ou en amont d'anciens moulins, d'un ancien étang, d'une route aussi de Paris à Chartres, et puis au sein de vestiges révélés par l'archéologie. Je presse le pas. Donc, ce qui permet donc de rééclairer aussi des archives, des documents anciens tels que les Trésors du duc de Berry, puisqu'on a une représentation du château de Dourdan sur le mois d'avril des Trésors. Et puis là, qu'est-ce que je vois en fait en le réobservant, qu'il y a ce fameux étang en fait, qui est au second plan de la représentation iconographique, et puis aussi de se réinterroger sur des documents du présent, comme le plan de prévention des risques d'inondation. Puisqu'en fait, tout ça rentre en dialogue grâce au fait qu'on ait changé la carte. Et donc, je pense que dans ce contexte de ZAN, évidemment, on va revoir les plans de zonage, on va changer la carte. Et donc, la perspective peut-être de travailler aussi plus main dans la main avec l'archéogéographie en se disant qu'on va venir travailler sur des continuités paysagères qui se départissent en fait de ces limites artificielle. Alors évidemment, je ne suis pas du tout naïve par rapport aux ZAN. Je sais quel problème ça pose aux élus et localement pour mettre en œuvre cette politique, mais j'essaie de donner un message d'espoir et je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire aussi en lien avec le passé des territoires. Donc l'archéogéographe se pose en second point, en cette fin de seconde partie, au service de la recontextualisation des héritages dans un espace qui a évolué et qui évolue encore. Ce qui peut aussi évidemment intéresser le patrimoine. Et justement, je termine avec ces quelques mots d'ouverture de la discussion. Je ne dépasserai pas 3-4 minutes. Pour lancer en fait la discussion sur le fait que l'archéogéographe peut être aussi accompagnateur dans la réflexion sur l'avenir des patrimoines. Alors, je me suis un peu intéressée à la liste des participants. J'ai fait une petite carte déjà pour vous montrer la répartition et je trouve ça super de voir que on est donc tous ensemble là avec des Normands, des Bretons, des gens d'Île-de-France qui sont donc dans le Bordelais. Je salue aussi la commune de Saint-Pierre-de-Frugy en Limousin-Périgord et puis en Corse. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir vos professions et vos profils. Donc, on est surtout sur des métiers de la valorisation du patrimoine, évidemment, puisqu'on est accueillis dans ce webinaire par le réseau des villes d'art et d'histoire de Bretagne, des métiers aussi de l'architecture, donc de la conservation du patrimoine, de l'archéologie, du paysage et du cadre de vie, et puis des cadres peut-être un peu plus larges de politique culturelle, d'administration, et il me semble aussi qu'il y avait un juriste. Donc finalement, bon, quand même un fort ancrage patrimonial, mais aussi des professionnels qui sont à la jonction entre patrimoine et aménagement des territoires, dans des cadres qui sont là aussi divers, des communes, des régions, CAUE, DRAC, DREAL, DDT, et évidemment villes et pays d'art et d'histoire. Donc, l'archéogéographie, comment est-ce qu'elle peut intervenir dans ces questions de mise en valeur du patrimoine? On pourra en reparler. Je pense donc dans l'aide à la définition et au dialogue des patrimoines, puisque vous êtes tous donc
plus ou moins en charge de patrimoine. L'archéogéographie, vous l'avez vu, peut aider à révéler aussi des patrimoines qu'on ignore et à les mettre en lumière grâce au parcellaire, et aussi à faire du lien entre ces différents héritages. Deuxièmement, l'archéogéographe peut être un accompagnateur donc dans le cadre des documents d'urbanisme. Et là, je me concentrerai plus sur les sites patrimoniaux remarquables. Par exemple, aider à établir un zonage de SPR, aider aussi à faire de ce SPR un outil. Je sais que c'est important pour les acteurs du patrimoine, un outil de projet qui participe au projet urbain ou territorial. Et puis, pour finir, le patrimoine comme aider à faire du patrimoine une sorte de démonstrateur ou un levier des transitions. Et je terminerai avec ce dernier exemple. Je vous en ai parlé tout à l'heure de la mise en lumière qu'on avait pu faire de ce hub, de cet ancien hub portuaire au nord de Bordeaux, grâce à la carte de masse. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que on a redécouvert en fait des aménagements tels que des anciens ports en fait, qui se situent non pas seulement le long de la Garonne, mais sur des affluents de la Garonne en fait. Et ces anciens ports se trouvent en position de pivot entre différents modes de transport, et on a là peut-être la matière d'un discours sur l'intermodalité et les mobilités, qui est un sujet en fait très actuel dans l'aménagement des territoires et auquel le patrimoine peut contribuer. Et on est aussi sur des résultats assez inattendus en fait de localisation de ces vestiges dans des zones auxquelles on ne pensait pas, c'est-à-dire quand même assez en amont du réseau hydrographique, donc à l'intérieur des terres, sur ces affluents, ou bien carrément dans le lit du fleuve avec les petites zones de mouillage dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on pourrait être sur un patrimoine voilà, qui pointe le doigt sur des questions qui sont valables pour comprendre le passé des territoires, mais qui sont aussi valables pour l'avenir, en fait. Et c'est pour ça que je parlais du patrimoine comme démonstrateur, comme levier des transitions, pour avoir un discours voilà, sur ces enjeux de demain. Je conclus donc en ouvrant la discussion sur l'archéogéographe comme garant d'un dialogue entre passé et présent et entre différents acteurs, et notamment pour faire la passerelle entre patrimoine et aménagement du territoire. Je vous remercie de votre attention et par avance pour vos questions. Je sais que ma conclusion est un peu frustrante, mais j'ai essayé de conclure à chaque fin de partie pour ne pas être trop longue. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Charlotte pour cette intervention. Je crois que nous avons déjà une question. Émilie Bonnet, n'hésitez pas à activer votre micro pour poser la question. Oui, bonjour, merci beaucoup, très intéressant. Si vous êtes d'accord, on pourra valoriser soit cette petite analyse d'une heure sur notre site internet, le site internet de Planif Territoire. Je pense que les acteurs de la planification ont été très intéressés par l'intervention qui a été beaucoup plus courte lors de l'événement, et seront très intéressés pour revisionner cette intervention d'aujourd'hui, enfin ce webinaire d'aujourd'hui. Ce que je voulais dire, moi, c'est qu'il y a vraiment, on voit bien que c'est une discipline qui n'est pas du tout figée et qui touche vraiment à l'usage concret des territoires et qui embrasse énormément de thématiques. Vous avez même parlé de mobilité là à la fin, donc vraiment très intéressant pour nous. Et puis je pense que pour la mise en œuvre du ZAN, il y a vraiment un grand intérêt parce que on a beaucoup de mal à essayer d'identifier les zones à désartificialiser, par exemple les zones à renaturer. La question du potentiel agronomique, elle est aussi compliquée. Et on voit que tout un champ s'ouvre en fin de compte avec cette discipline qui va peut-être nous permettre de travailler un petit peu plus sur les trames vertes et bleues, les zones à renaturer. Enfin, on parle de renaturer dans la loi, mais c'est plutôt de la désartificialisation, parce qu'on n'ira jamais jusqu'à la fonctionnalité complète sur des zones qui avaient été artificialisées, mais plutôt voilà, repérer aussi, même pourquoi pas, dans le cadre des ENR, on essaye il y a les documents cadres, les zones d'accélération des ENR, de pouvoir bien préserver là où on a encore du potentiel agronomique. Et donc, vraiment, on voit beaucoup de chances s'ouvrir avec votre présentation et avec votre discipline qui est assez nouvelle
d'après ce que vous disiez, hein, mais qui n'est pas du tout figé et au contraire et qui peut permettre d'envisager aussi l'avenir. Donc merci beaucoup et nous, on aimerait valoriser vraiment ces travaux-là. Donc on a déjà mis le guide, la thèse sur notre site, mais si vous en êtes d'accord, on pourra aussi, mettre le podcast ou quelque chose de plus court si vous voulez, quoi. Voilà. En tout cas, merci. Donc à voir avec Alexane, mais voilà, moi je, On pourra je... vous partager tout à fait la captation sans problème. Bon, en tout cas, je vous remercie, Émilie, d'être là parce que ça montre bien ce pont qui peut être fait entre patrimoine et aménagement. Voilà, je vous laisse peut-être la place à d'autres questions. En tout cas, pour laisser le temps à personne peut-être de poser des questions, il y a cette idée effectivement de travail sur les sols qui est intéressante et en fait là où les données géologiques nous renseignent sur le sol mais profond, cette base de données, notamment sur l'usage des sols, renseigne en fait sur le substrat et sur ce qu'on en a fait voilà, au cours du temps. Alors, je vois que Cédric a allumé sa vidéo. Oui, merci Merci, Charlotte, Cédric. c'était vraiment très intéressant. Juste pour prolonger la réflexion, dire en fait que l'archéologie permet de dépasser la notion de patrimoine à travers justement la notion d'héritage qui est plus globale, plus englobante, plus dynamique, alors que le patrimoine a tendance à figer les choses, un peu à les peut-être un peu à les encrouter. La notion d'héritage est plus dynamique et à travers le projet permet de faire du lien avec le projet en disant qu'un héritage, bah, c'est une chance, un atout, une potentialité, une contrainte, un risque, un danger selon les lieux, les moments. Voilà. Et donc, voilà, et ça, c'est vraiment très, très important de le dire. Et en plus, la notion d'héritage est beaucoup plus englobante puisqu'elle elle s'adresse justement, elle permet de parler d'espace ordinaire, en fait. Hein, tout le monde, effectivement, n'a pas un château, une église du Moyen-Âge Un ou une abbaye. amphithéâtre. Par contre, tout le monde a des rivières avec des corridors, un moulin ou voilà, un bourg quelconque, mais pour autant, il est riche d'histoire et cette histoire, elle peut faire sens par rapport à des nouveaux projets. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir? La discussion, peut-être qu'il y a des questions. Visiblement non. Bon, il y a des remerciements. C'est vrai que pour Merci définir beaucoup. aussi les Mais centralités, par voilà, exemple. faudra pas hésiter à revenir vers Alexane ou moi directement pour poursuivre l'échange. Peut-être que c'est un peu effrayant de poser sa question au webinaire ou de tout de suite partir sur des problématiques très ancrées dans des espaces précis, mais voilà, ça peut être l'occasion de rediscuter. Émilie, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Non, mais je pensais aussi, je rebondissais sur ce que disait Cédric Lavigne, mais je parlais tout à l'heure de renaturation, mais il y a aussi la caractérisation des anciennes centralités. Enfin, les anciennes centralités, c'est aussi intéressant pour être justement entre ce qu'on va densifier et ce qu'on va, enfin, densifier. Je n'utilise pas ce mot tabou, mais ce qu'on va recomposer et ce qu'on va renaturer, quoi. Donc c'est vraiment, je pense qu'il y a un champ d'investigation. Je pense qu'on vous perd pas de vue, Charlotte, dans le réseau Planif Territoire. Vous êtes maintenant bien identifiée comme chercheuse. On va essayer d'avoir un petit pool. Peut-être Cédric Lavigne aussi voudra rejoindre le réseau en tant que chercheur. On essaye de monter un petit pool de chercheurs en plus de notre pool d'élus qui a vraiment, vraiment bien travaillé cette année. Et je pense qu'il y a vraiment à aller un peu plus loin, peut-être avec vous, avec votre discipline. Dans le cadre de la planification, je parle pour ma paroisse, hein, désolée pour mais ça touche aussi aux questions de patrimoine, hein, puisqu'on est aussi impliqué avec la commission nationale, du patrimoine, la CNPA, dans les PSMV et cetera. Donc toute cette question sur les SPR, et les AVAP, ça appelle aussi, des actions dans le cadre de l'élaboration des PSMV. Donc voilà, il y a beaucoup de liens, je pense, à faire. Mm.
Tout à fait. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas, ce serait le dernier moment. Sinon, on va vous remercier chaleureusement, Charlotte, pour cette intervention. Et puis donc, on vous enverra la captation de ce webinaire. Et puis, Charlotte, si vous en êtes d'accord, le support que vous avez présenté pour que les personnes puissent s'en inspirer, si ça vous va. Oui, alors après avoir aussi en lien avec Cédric, parce que c'est quand même ses études aussi, mais à chaque fois j'ai fait l'effort de mettre la référence, donc si c'est bon. Oui, oui, c'est bon pour moi, pas de problème. Parfait, merci beaucoup. Bon, Bon, bah, merci à tous et merci. puis Et merci puis pour cette bon intervention. appétit à tous et à bientôt. Merci, merci beaucoup. Merci, au Au revoir. revoir. Merci, au revoir. Au revoir.